Alors, il faut s'imaginer un manoir majestueux, tu vois, recouvert d'or massif, vraiment admiré par le monde entier. Ouais, le symbole ultime de la réussite. C'est ça. Mais à l'intérieur, c'est le chaos absolu. Les plus grandes stars de la planète en viennent littéralement aux mains dans les couloirs. Les fondations tremblent, les meubles d'époque sont en cendres, carrément. Exactement. Et à l'extérieur, la direction décide de faire appel à un pyromane notoire pour éteindre l'incendie. D'habitude, quand une institution sportive traverse une crise, c'est comme un problème d'ingénierie classique. Oui, on a une pièce défectueuse, on pointe du doigt l'entraîneur, on le remplace et hop, la machine repart. Voilà. Mais la situation actuelle du Real Madrid, là, en ce mois de mai 2026, ça défie toute logique rationnelle. La machine à diagnostic a complètement explosé. Et c'est précisément ce qui rend cette situation si captivante. Ce qu'on observe en ce moment, c'est pas une simple baisse de régime, ni un petit problème d'ajustement tactique. Non, c'est bien plus profond que ça. Absolument. C'est le naufrage d'une philosophie tout entière. L'effondrement spectaculaire d'un modèle basé uniquement sur l'accumulation de talents purs. Qui se heurte brutalement à la réalité d'un sport collectif, en fait. C'est une véritable guerre civile entre l'ego et la structure. Je suis convaincue qu'on n'a pas vu une crise de cette ampleur depuis des décennies. D'accord, on va décortiquer tout ça. Pour cette plongée approfondie aujourd'hui, on a rassemblé une documentation vraiment impressionnante. Ah oui, la pile de rapports est massive. Grave. On s'appuie sur les rapports financiers et sportifs de eScores, les enquêtes du Journal du Real, et puis les indiscrétions glaçantes rapportées par Daily Beyrouth et Actu Cameroun. Sans oublier les affirmations très claires de Madrid Universal. Et bien sûr, quelques analyses vidéo des coulisses. Voilà. Et on précise pour les gens qui nous écoutent qu'on ne prend pas parti, surtout quand les sources se contredisent. On est juste là pour analyser impartiellement les informations. Tout à fait. Notre but, c'est de comprendre l'information, pas de la juger. C'est ça. Donc notre mission est claire. Analyser comment ce club mythique vient de traverser 2 saisons entières sans le moindre trophée majeur. Examiner aussi cette fameuse liste noire des transferts qui paralyse le vestiaire en ce moment. Ouais, et décrypter le plan tactique radical du nouvel homme fort pressenti, tout en comprenant comment on gère un effectif avec des égos aussi surdimensionnés. Pour bien saisir l'ampleur de la restructuration de cet été, il faut d'abord analyser l'anatomie de cette crise. Ouais, revenir à la chronologie en fait. Exactement. La maison brûle parce que ceux qui devaient la protéger ont joué avec le feu et la saison 2025-2026 illustre parfaitement cette dévive. Tout a commencé avec le projet Xabi Alonso. Xabi Alonso, ouais. Le gars qui était censé incarner l'élégance, la maîtrise tactique, l'avenir radieux du club. Sauf que son mandat s'est terminé par un limogeage en pleine saison, à la mi-janvier. Ouais. Juste après cette défaite en finale de la Supercoupe contre le rival historique, Barcelone. C'est ça. Et en lisant les rapports, on comprend vite que son système s'est effondré, non pas par manque de talent individuel. Ah bah non, le talent, c'est pas ce qui manque là-bas. Voilà, mais plutôt par manque d'application collective. Son approche était basée sur la possession et un pressing hyper synchronisé. Ça exige un sacrifice total des attaquants. Et sans ce repli défensif, les transitions rapides de Barcelone ont littéralement déchiré la défense madrilène. C'est la première grande victoire de l'ego sur le système. Une analyse tout à fait juste. Et le pire, c'est que la réaction de la direction face à cet échec a aggravé le problème. Au lieu de s'attaquer à la racine du mal, genre l'indiscipline du vestiaire, ils ont cherché la solution de facilité. En nommant Álvaro Arbeloa. L'idée, c'était de placer un homme de la maison pour apaiser les tensions. Sauf que le remède a été dévastateur. Totalement. L'autorité d'Arbeloa a été instantanément contestée par les joueurs. La conséquence sportive a été d'une brutalité inouïe. L'élimination en 8e de finale de la Copa del Rey face à Albacete. Albacete, quoi. Un véritable effondrement psychologique. Et ça s'est poursuivi en avril avec l'élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Le dernier clou dans le cercueil de leur saison. Mais honnêtement, quand on lit les rapports sur ce qui se passe dans les vestiaires, là, en mai, les résultats sportifs semblent presque anecdotiques. Ah oui, les sources décrivent des altercations physiques d'une violence extrême. Il y a carrément eu une bagarre entre Federico Valverde et Aurélien Chouameni. On parle plus d'un petit désaccord sur le positionnement, là. Non, on parle d'un combat de rue entre 2 coéquipiers majeurs. Et l'apparition de la violence physique dans un vestiaire pro, c'est vraiment le symptôme ultime d'un vide de pouvoir. Ouais, ça montre que personne ne tient la barre. Quand les joueurs en viennent aux mains pour régler leur compte, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune figure tutélaire, ni dans le staff, ni chez les capitaines, pour imposer le respect. Ni même la crainte, d'ailleurs. Et ce chaos interne a immédiatement débordé sur la sphère politique du club.
Ah oui, la fameuse sphère politique. Face à une campagne de critiques hyper violente, le président Florentino Pérez a été contraint de convoquer des élections anticipées contre un rival, Enrique Riquelme. Mais il y a une contradiction fascinante ici, une véritable hypocrisie. Mais grave, la stratégie de Pérez repose sur un slogan. Beaucoup d'histoires restent à écrire. Il fait campagne sur la stabilité institutionnelle. Il rappelle ses 66 trophées depuis son retour en 2009. Et la rénovation titanesque du stade Santiago Bernabéu. Mais attends, comment tu peux vendre de la stabilité institutionnelle aux supporters quand tu viens de virer 2 entraîneurs en 5 mois? Surtout quand ton vestiaire est une zone de guerre. Exactement, c'est pas crédible. C'est l'instinct de survie politique à l'état pur. Pérez déplace le débat. Il refuse d'être jugé sur le chaos sportif à court terme et force l'électorat à regarder son bilan macroéconomique. Il leur dit en gros, la machine financière est indestructible, regardez le stade magnifique qu'on a. C'est ça. Mais pour que cette illusion fonctionne, il lui faut un bouclier pour protéger le terrain. Il lui faut l'antithèse absolue de sa propre politique d'apaisement. Et c'est pour ça qu'il orchestre le retour de José Mourinho. Absolument. Le choix de Mourinho n'est pas du tout un hasard. Mais ce retour est accompagné d'une manœuvre financière complètement folle, qui montre bien l'urgence de la situation. On a lu que Mourinho est sous contrat avec Benfica jusqu'en 2027. Oui, et le Real disposait d'une clause libératoire de 7 millions d'euros. Sauf qu'il y avait une date d'expiration stricte fixée à mardi dernier. Et de manière inexplicable, ils ont laissé passer cette date limite. Une erreur d'amateur pour un club de cette envergure. C'est hallucinant. Du coup, une fois la date passée, le club vendeur reprend tout le pouvoir. Benfica a vu le désespoir du Real et bam, la clause a doublé pour atteindre 14 millions d'euros. Ils ont sauté sur l'occasion. C'est comme avoir le feu dans sa cuisine, courir acheter un extincteur et le vendeur te double le prix direct. Tu l'achètes quand même, parce que l'urgence dicte tout. C'est une excellente métaphore, et c'est révélateur d'analyser la nature même de cet investissement de 14 millions. Pourquoi il paye autant au final ? Le Real Madrid n'achète pas un système de jeu novateur. Le football tactique de Mourinho n'est pas le plus moderne d'Europe aujourd'hui. C'est clair. En fait, la direction paye une véritable rançon pour acquérir une figure d'autorité psychologique implacable. Mourinho est recruté spécifiquement pour son profil de shérif. Le gars n'a jamais fui la confrontation, au contraire, il s'en nourrit. Et cette confrontation, elle va démarrer dès le premier jour du mercato. Parce que, pour imposer son autorité, Mourinho a posé une condition non négociable, nettoyer ce vestiaire fracturé. D'après la doc qu'on a lue, c'est un massacre qui se prépare. Un nettoyage de printemps très agressif. Il veut instaurer une philosophie de guerrier. Son leitmotiv, rapporté par les sources, est assez glaçant. Si tu ne travailles pas pour l'équipe, tu ne joueras pas. Il exige exactement 2 joueurs de très haut niveau par poste. Pas un de plus, pas un moins. Ça pourrait entraîner jusqu'à 10 départs cet été, c'est énorme. Cette exigence de doubler chaque poste, elle a un but précis. Instaurer une peur constante de perdre sa place. Ah ouais, la pression psychologique. Mourinho sait que le confort engendre la complaisance et la complaisance engendre l'indiscipline. Avec une concurrence féroce au quotidien, les joueurs sont obligés de tout donner à l'entraînement. Sinon, le remplaçant prend ta place directe le week-end suivant. Et la fameuse liste noire commence déjà à fuiter, illustrant bien cette thérapie de choc. Oui, on a des départs logiques, comme le capitaine Dani Carvajal en fin de contrat, ou David Alaba. D'ailleurs, financièrement parlant, le départ d'Alaba, c'est une sacrée bouffée d'oxygène. Ça libère une masse salariale brute de 22 millions d'euros annuels en vie pro. Une marge de manœuvre économique cruciale pour la reconstruction. Mais l'aspect le plus brutal de ce nettoyage, ça concerne la jeune génération. Là, Mourinho sort la hache sans aucune pitié. Ce qui n'est pas surprenant. La tolérance de Mourinho pour les jeunes qui exigent des privilèges avant de prouver leur valeur, elle a toujours été inexistante. Le cas de Raúl Asensio en est le parfait exemple. Complètement. Ce jeune défenseur, il a eu une altercation avec Arbeloa. Et maintenant, il se permet d'exiger le prestigieux numéro 4 laissé vacant par là-bas. C'est le symptôme d'une culture où les jeunes se croient tout permis. Des gamins non confirmés qui se prennent déjà pour des légendes. Et il n'est pas le seul. Gonzalo Garcia, évalué à 60 millions d'euros quand même, et Franco Mastantuono sont sur la sellette. Le message est limpide. Le potentiel ou la valeur marchande ne protège plus personne. Et ce nettoyage s'étend même à des joueurs qui ont rendu de fiers services. La situation du gardien André Lunin m'a vachement surpris. Elle est très révélatrice de la méthode Mourinho, pourtant. Lunin a souvent été décisif, il a un talent fou sur sa ligne, et pourtant il est poussé vers la sortie. La raison est purement structurelle. Mourinho considère qu'une défense a besoin d'un gardien avec une vaste expérience internationale.
Il veut un leader vocal en gros. C'est ça, un profil capable d'ordonner sa ligne avec une autorité absolue lors des moments de panique, surtout en Ligue des Champions. Le talent brut sur la ligne, ça suffit pas, il faut le charisme d'un commandant. Bon, la rationalité derrière l'Unine est claire, bien que super dure. Mais alors, la situation de Dani Ceballos, ça relève du pur nettoyage toxique. Ah, le cas Ceballos. Les rapports décrivent un joueur complètement mis au placard, qui parle même plus au staff, et surtout il est soupçonné d'être la fameuse taupe. Celui qui aurait fait fuiter la bagarre entre Valverde et Tchouaméni. Exactement. Et dans l'écosystème paranoïaque de Mourinho, une taupe, c'est l'ennemi public numéro 1. Absolument. La base d'un groupe, selon Mourinho, c'est la forteresse assiégée, le groupe contre le reste du monde. Si une taupe brise le secret du vestiaire, toute sa méthode s'effondre. Son départ est donc vital pour la survie de l'autorité du coach. Mais attends, dans les rapports, il y a un autre nom sur cette liste noire qui m'a fait halluciner. Eduardo Camavinga. Ah oui, ça c'est le grand choc de cette liste. La rumeur dit que Mourinho s'inquiète de son manque de discipline tactique, de son irrégularité, de ses prises de risques. La sanction est tombée. Camavinga écarté de la liste des Bleus pour la Coupe du Monde 2026. Une décision très lourde de conséquences. Mais stratégiquement parlant, est-ce qu'un club peut sacrifier un joyau de 23 ans juste pour satisfaire les exigences à court terme d'un entraîneur? Ça ressemble à une destruction de capital à long terme. C'est le dilemme classique entre le potentiel et la fiabilité. Pour comprendre, il faut disséquer cette notion d'indiscipline tactique. Ok, explique-moi ça. Camavinga est exceptionnel pour casser les lignes par des dribbles ou des tacles spectaculaires. Mais Mourinho déteste l'imprévisibilité. Ah, il veut du contrôle total. Imagine une demi-finale de Ligue des Champions. Un milieu qui quitte sa zone pour tenter un tacle risqué. Et s'il se rate, il expose toute la défense centrale. Une seule perte de balle inutile peut signifier l'élimination. Je vois. Mourinho préférera toujours un joueur un peu moins technique, mais qui reste collé à sa position au millimètre pendant 90 minutes. Exactement. La sécurité avant le spectacle. En gros, le club liquide son avenir pour bétonner son présent. C'est un pari super risqué. Mais bon, menacer des jeunes ou virer une toupe, c'est la partie facile. Le vrai nœud de cette crise, c'est la gestion des deux intouchables. Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Voilà, ceux par qui l'équilibre s'est rompu. On touche ici au cœur du paradoxe tactique et politique. L'équation Mbappé-Vinicius, c'est le choc absolu entre l'accumulation d'ego et la fonctionnalité sportive. Et d'ailleurs, les sources se contredisent complètement sur leur statut. D'un côté, eScores suggère que Vinicius pourrait être vendu cet été. Son contrat s'achève en 2027, donc s'il ne prolonge pas, c'est le vendre maintenant ou le perdre gratuitement plus tard. Ce qui serait un désastre financier. Mais d'un autre côté, Madrid Universal affirme que la direction a passé un message clair à Mourinho. Mbappé et Vinicius sont intouchables, on ne les vend pas. Ces fuites contradictoires démontrent surtout la nervosité de la direction qui teste l'opinion publique. Ouais, ils tâtent le terrain. Mais sur le terrain, le constat clinique est accablant. La cohabitation a été un échec. Mbappé a porté l'équipe en première moitié de saison, Vinicius en seconde, mais jamais ensemble. Aucune connexion entre les deux. Aucune. Ils sont même pointés du doigt, avec Jude Bellingham, comme les responsables de la chute du système de Xabi Alonso. Leurs égos ont refusé de s'adapter au connectif. Et face à ce désastre, Mourinho débarque avec un plan XXL. Pour résoudre cet embouteillage, il veut replacer Mbappé sur un côté. Là où il peut attaquer l'espace face au jeu. Mais ce plan ne tient que si Pérez accepte de recruter un véritable numéro 9 de surface, un attaquant de pointe pur et dur. Et le mécanisme tactique derrière cette demande est fondamental. Actuellement, Mbappé et Vinicius ont le même réflexe, partir de l'aile pour repiquer dans l'axe. Et s'ils n'ont pas de numéro 9 avec eux? Sans vrai l'œuf dans la surface, les défenseurs adverses n'ont personne à marquer. Ils peuvent avancer, faire bloc et étouffer les courses des deux ailiers. D'accord, donc un vrai 9 fixe la défense, force les centraux à reculer et ça libère des espaces de dingue pour Mbappé et Vinicius. C'est de la pure géométrie. C'est exactement ça. C'est fou, ça me fait penser à un plateau de tournage hollywoodien au budget illimité. Comment ça? T'as deux superstars qui refusent de partager la lumière, ils veulent la même scène, la même caméra. Le studio panique et engage un réalisateur tyrannique. Et le réalisateur réécrit le script. Voilà, il embauche un troisième acteur, un travailleur de l'ombre, juste pour faire de la place aux deux stars. Mais, et c'est là le piège, le réalisateur exige que les stars nettoient le plateau après chaque prise. C'est une excellente comparaison, parce que la direction a été claire.
Ce numéro 9 ne servira à rien si Mbappé et Vinicius refusent le travail défensif. Personne n'est dispensé du pressing. Ça, la génération actuelle, obsédée par les stats individuels, ça sera le test ultime de sa carrière. Un défi titanesque. C'est une révolution culturelle terrifiante pour une équipe qui pensait que l'accumulation de génie suffisait pour gagner. En prenant du recul, c'est une leçon de gestion à ciel ouvert. Ah, ça dépasse largement le cadre du foot. On voit bien que vouloir empiler les meilleurs profils sans se soucier de l'intégration, ça détruit l'édifice de l'intérieur. C'est la conclusion inévitable de toute grande organisation. Tu peux attirer les cerveaux les plus brillants ou des talents purs comme Vinicius, Mbappé, Camavinga. Ouais, les stars quoi. Mais cette force devient destructrice si elle n'est pas équilibrée par une structure rigide et la présence de ces fameux guerriers. Ces travailleurs de l'ombre qui sacrifient leur gloire pour colmater les brèches. Précisément. Une architecture solide a besoin de poutres maîtresses invisibles pour résister à la pression. En oubliant ça, l'institution paye aujourd'hui la facture de son arrogance. La facture de l'arrogance, c'est une perspective frappante. Et ça m'amène à une dernière réflexion, un paradoxe vertigineux pour l'avenir de ce club. Je t'écoute. D'un côté, on a le président Florentino Pérez. Il prône la continuité, la stabilité institutionnelle, un modèle économique basé sur le marketing et le star system. Il veut faire briller ses superstars pour générer du cash. Exactement. Et de l'autre côté, il donne les clés à José Mourinho, un entraîneur qui exige le contrôle total, qui vit pour la discipline et qui menace de vendre ces mêmes superstars si elles ne défendent pas. Il y a une contradiction philosophique totale. Entre le propriétaire qui veut vendre du rêve et l'architecte qui veut creuser des tranchées, ouais. C'est la question que je laisse aux gens qui nous écoutent. Ces deux visions sont-elles fondamentalement incompatibles? Que se passera-t-il à la première grosse tempête cet automne? Voilà. Quand l'obsession défensive de Mourinho va heurter l'impératif marketing de Pérez. Finalement, la vraie question, c'est pas de savoir s'ils peuvent éteindre l'incendie. Mais s'ils vont réussir à s'entendre avant de tout faire exploser eux-mêmes. Exactement. C'est le grand mystère de cette reconstruction.